Et oui, bonjour, la communauté Le Coup Critique, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler du sous-estimé et du très cool domaine public. Le domaine public est un monde de possibilités, autant pour les univers de fiction, les écrits, les visuels et bien plus encore, pour des créatrices et des créateurs de jeux de rôle, autant pour les passionnés qui veulent se plonger dans des univers qu'ils peuvent exploiter ou sur lesquels ils peuvent s'inspirer. À chaque année, là, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le concept, à chaque année, il y a un phénomène légal qui se produit dans tous les États, dans tous les pays qui sont signataires de la Convention de Berne. Au coup de minuit, eh bien, il y a des milliers d'œuvres, en 1er janvier bien sûr, des milliers d'œuvres de partout à travers le monde qui deviennent soudainement libres de droit. Vous pouvez dès lors les utiliser selon certains contextes. Les œuvres, en fait, on dit qu'ils tombent dans le domaine public. Ces œuvres appartiennent donc au patrimoine culturel de la société dont nous faisons partie. On est libre de l'utiliser ou de les utiliser à notre façon sans devoir reverser de redevances ou autre chose de ce genre. Toutefois, avant de se plonger dans ce puits sans fond, parce que c'en est un, qui fera bien entendu 2 épisodes, là c'est la partie 1, il y a quelque chose que je dois dire à voix haute pour que ça soit bien clair et que je ne veux pas me ramasser avec quelques problèmes. Il s'agit d'une vidéo qui va aborder l'utilisation de l'art dans le contexte du jeu de rôle sur table pour de la production commerciale. Mettons que vous souhaitez faire votre propre jeu, vous inspirer de quelque chose, utiliser des illustrations provenant du monde du domaine public. Ainsi, et là c'est important, je ne suis pas professionnellement qualifié pour vous assurer que tout ce que je vais mentionner ou présenter dans ces vidéos seront 100% utilisables dans votre contexte spécifique ou dans votre situation. Les droits et les applications du domaine public vont changer d'un pays à l'autre et il est important de connaître en fait les différences entre les domaines publics, les licences ouvertes, les licences partagées, le open access. Certaines licences permettent l'utilisation des œuvres dans un contexte professionnel, alors que d'autres licences limitent l'utilisation de certaines œuvres dans un contexte non mercantile uniquement. Donc, il y a Creative Commons, CC BY, NC, ND licence. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser, mais vous ne pouvez pas l'utiliser d'un point de vue, en fait, dans un but commercial. Il faut que ce soit gratuit. Donc, je vous conseille fortement de faire vos recherches, de vous informer, d'aller vérifier la législature spécifique de l'œuvre que vous souhaitez utiliser pour, en fait, votre projet. Fallait que ça sorte, fallait que ça se dise. C'est important. Maintenant que c'est dit, maintenant que c'est fait, aïe aïe que le domaine public c'est cool. Pour cette première vidéo, en fait, les 2 vidéos vont aborder un peu les mêmes sujets, vont prendre la même forme. Je vais vous partager quelques univers que vous pouvez adapter depuis le domaine public, quelques ouvrages qui se sont inspirés du domaine public, afin de vous montrer justement le rendu concret de ce que ça peut donner, et finalement, quelques sites internet que vous pouvez visiter et ou utiliser pour aller chercher soit des œuvres ou pour vous inspirer. Commençons avec les œuvres que vous pourriez adapter. Parce que oui, le domaine public ne se limite pas au visuel, mais bien aussi aux écrits, des livres, des univers, des fictions complètes que vous pouvez prendre, tourner, tordre, transformer selon votre bon plaisir. Toutefois, il y a une astuce, il y a une twist. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Le domaine public d'une œuvre ne va surtout pas, va surtout impliquer la mise en contexte originale de cette dernière. Un exemple qui est présenté souvent en ligne, que j'ai vu dans de nombreux blogs, c'est celui d'Alice au Pays des Merveilles. La version originale, ainsi que les illustrations utilisées par cette dernière qui date en fait de 1865, c'est absolument dans le domaine public. Toutefois, la version de Walt Disney qui date de 1951 ne l'est pas du tout. Ainsi, réutiliser le design et des visuels basés ou directement repris du film animé pourrait absolument représenter un problème. Il en va de même pour le livre de la jungle, dont la version originale date de 1894, mais dont la version du film de 1967, eh bien ça c'est un no-no, vous ne pouvez pas utiliser ça. Ainsi, il y a des œuvres que vous pourriez vous baser, que vous pourriez reprendre dans le cadre d'une publication commerciale du jeu de rôle, mais pas nécessairement certaines adaptations. Ça aussi c'est important de savoir. Par exemple, une que j'aime beaucoup, que j'aimerais énormément me pencher, j'ai déjà eu des projets pour certains modules de jeu pour Horreur Liminale, c'est Dracula.
Dracula, sorti en 1897. Dracula, c'est un roman épistolaire de Bram Stoker qui raconte le voyage d'affaires de Jonathan Harker dans un château en Transylvanie, avec la fameuse histoire du vampire, ce fameux personnage qui a été mis à l'écran de nombreuses façons et qui a été adapté à toutes les sauces et de toutes les manières, justement, qui démontre en fait son apparition dans le domaine public. On peut vraiment le prendre et le tordre comme on veut. Bien sûr, à partir de sa source originale, les personnages originaux du livre. Donc, pour ça, c'en est un que je trouve qui est très inspirant. Il y a beaucoup de jeux de société qui sont sortis, qui sont basés sur Dracula. Il y a des suppléments de jeux de rôle qui sont sortis, qui sont basés sur Dracula. Pour ma part, une chose que j'aimerais beaucoup faire avec cet univers-là, ce contexte-là, c'est que dans Dracula, il y a un chapitre précis. C'est drôle parce qu'il y a un film qui est sorti là-dessus. J'avais commencé à travailler sur une aventure pour Horreur Liminale, qui s'appelait, mon Dieu, j'ai un blanc, j'ai oublié complètement le titre de l'aventure en soi, mais c'est une aventure en fait qui veut un peu revisiter le contexte qu'on a vu adapté en film il n'y a pas si longtemps avec le voyage de Déméter. C'est-à-dire, c'est un chapitre dans le livre, c'est un seul chapitre qui aborde en fait la traversée de Dracula depuis la Transylvanie jusqu'en Angleterre. Comment est-ce qu'il est passé en fait en bateau, où est-ce qu'il a dévoré l'ensemble de l'équipage qui le transportait au travers du Déméter, ce fameux navire qui est arrivé à bon port mais qui était comme soudainement vide. Ça, c'est une mise en contexte que je trouve absolument très cool et que j'aimerais beaucoup réutiliser dans le contexte, justement dans un module de jeu. C'est vraiment super inspirant ça. Ensuite, il y a L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, qui a été publié la première fois en 1883, qui est dans le domaine public. On peut l'utiliser. Vous pouvez en fait prendre tout ce qui est dans le roman, intégrer les îles tropicales désertes, le cliché de la croix là, qui marque un endroit sur une île qui démontre un trésor. Vous pouvez vraiment vous baser là-dessus pour une aventure nautique que vous pourriez inclure dans Pirate Borg, par exemple, dans tout autre jeu de rôle à thématique pirate. L'île au trésor est aussi également justement une très belle source que vous pouvez vraiment aller chercher beaucoup de choses à l'intérieur, mais bien sûr en vous limitant à l'œuvre originale ou à des adaptations de l'œuvre originale qui sont dans le domaine public. Ainsi, des adaptations en film, ou même les versions un peu adaptées en dessin animé ou autre, ben ça n'en fait pas partie. Un autre qui est assez incontournable, c'est A Princess of Mars, en fait, John Carter sur Mars, de encore Edgar Rice Burroughs, qui est dans le domaine public, oui, et qui met en fait en scène les aventures de John Carter qui est transporté sur Mars et qui est en train et qui va comme se battre à l'épée, qui va avoir des romances avec des guerriers qui sont des grandes créatures bizarres verdantes avec plusieurs bras. Et ça, c'est un univers qui est très cool, qui a été mis en jeu de rôle par plusieurs personnes passionnées, surtout dans le monde de l'indépendant, mais qui a aussi été adapté, qui a servi en fait de source d'inspiration pour d'autres modules de jeu. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure sur en fait l'inspiration qu'on va chercher. Parce que oui, il y a des possibilités de prendre un univers en soi, mais juste d'aller voir qu'est-ce qu'il y a, ça peut nous donner des idées. Et moi, je suis le genre de personne qui dit que tout est dans tout. T'sais, rien ne se perd, le fameux rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On est inspiré par tout ce qui nous entoure, même les choses qui nous inspirent et qu'on ne le sait pas. Et le domaine public est selon moi une des plus belles références en la matière, qui peut nous servir de base pour pouvoir concevoir nos propres projets. Les Trois Mousquetaires également, c'en est un, publié en 1844 par Alexandre Dumas, avec l'assistance d'Auguste Maquet, qui est un roman, comme, je veux dire, vous devez le connaître, là, à un certain point, j'imagine, on est dans la francophonie, roman d'aventure de Capet d'épée, qui se déroule en France au XVIIe siècle, ouais, c'est ça, avec les personnages principaux du ouvrage, que ce soit d'Artagnan, Athos, Porthos, ben c'est surtout des personnages qui font partie du domaine public, bien que, encore une fois, je ne sais pas comment fonctionne la législature en France à ce niveau-là, je ne sais pas ce que vous pouvez faire si vous êtes du côté de votre côté de l'Europe avec cet univers-là. Ce sont que quelques exemples parmi plusieurs. J'ai volontairement omis la fameuse référence qui est ô combien adaptée à toutes les sauces, et je parle bien sûr de H.P. Lovecraft. En bonne partie, les œuvres de Lovecraft font partie du domaine public, son mythos fait partie du domaine public, mais il faut toutefois, encore une fois, faire attention, puisqu'avec les années, ça peut être parfois difficile, ça devient un peu mélangeant, mêlant de vérifier ce qui provient réellement de Lovecraft et ce qui fut adapté, transposé ou créé par d'autres auteurs ou d'autres compagnies.
comme plusieurs designs qui appartiennent directement à Chaosium, ceux qui s'occupent en fait de la publication de l'Appel de Cthulhu. C'est le design je pense de Yellow Sign ou même le signe des anciens, c'est quelque chose qui appartient à Chaosium. On ne peut pas le reprendre, on ne peut pas l'adapter à notre manière dans un autre jeu de rôle. Il faut vraiment se baser sur l'origine des choses et les adaptations qui sont déjà dans le domaine public de, en fait le projet de base, qui est le mythos de Lovecraft. Donc, c'est ça, ça reste touché, ça reste un peu particulier, il faut vraiment être capable de chercher, il faut être capable de fouiller, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Parmi les productions qui sont directement inspirées et qui réadaptent les univers ou les œuvres tombées dans le domaine public, il y en a plusieurs qui sont dignes de mention. En premier lieu, un que je peux vraiment pas passer à côté, c'est vraiment les livres de Andrew Kolb, en fait, qui sont sortis chez Andrew McNeil Publishing, je crois le nom. Ils sont vraiment magnifiques. Sont vraiment inspirants, sont vraiment beaux. Ils ont fait, c'est un peu devenu sa marque de commerce. On en remarque ça un peu. Où il a adapté le premier, ça a été Neverland, qui reprend le monde de Peter Pan, qui a été traduit en français, il me semble, et qui a vraiment des critiques incroyables à son égard, et qui, effectivement, est vraiment un fichu de bel ouvrage qui montre l'île des enfants perdus à la manière d'un X-Crawl qu'on peut visiter, et qui fonctionne avec les règles de la 5e édition. Il y a Oz aussi, qui reprend le monde du Machin d'Oz, qui est plus récent. Et prochainement, il va également sortir Wonderland, qui adapte en fait le monde d'Alice au Pays des Merveilles, qui fut lui aussi adapté à d'autres sauces, dans d'autres contextes, pour d'autres jeux de rôle. Un autre comme ça que je peux mentionner, c'est Acheron Games, qui ont adapté en fait Dante's Inferno, l'enfer de Dante, ce fameux écrit qui explique en fait les différentes strates de l'enfer et qui a été adapté en fait en jeu de rôle, en module pour encore une fois la 5e édition de Donjons Dragons. C'est un univers qui, tu sais, on s'entend, c'est un monde, c'est un concept, c'est décrit de long et en large sur les possibilités que peut offrir cet enfer infernal. On dirait que c'est le pire supplément de complément direct que je pouvais rajouter à ce mot-là, mais c'est le pire adjectif que je pouvais mettre. Dante's Inferno demeure quand même une référence qui peut être repris par d'autres si vous voulez faire votre propre Dante's Inferno. Vous pouvez le faire, mais bien sûr, vous ne pouvez pas vous baser sur ce que Acheron Games ont fait de manière visuelle, ni sur leur écrit directement. Vous devez vous baser sur l'œuvre originale, l'écrit de base. Ensuite, pour ce qui est des modules et des jeux qui sont inspirés par les œuvres du domaine public, mais qui ne reprennent pas directement l'œuvre en soi. Et c'est là que je trouve que la richesse se forme, parce qu'on peut être inspiré par beaucoup de choses. On peut vraiment vouloir recréer la saveur d'une œuvre et la transposer dans notre propre concept. Il y a La Planète Pourpre, pour DCC, de Goodman Games, qui est justement fortement inspiré par John Carter sur Mars. Ça reprend ce concept-là de personnage qui est envoyé ailleurs, à l'extérieur de son contexte de base, dans un univers de science fantasy très pulp, avec des créatures, des monstres qui se battent à l'épée sur d'autres planètes, où on a vraiment un mélange des genres. On s'entend, c'est pas... Il n'y a jamais personne qui va dire « Ah, c'est John Carter sur Mars, vous avez adapté directement l'œuvre originale. » Mais non, ça demeure de l'inspiration, mais c'est ça aussi la beauté de la chose, c'est que de l'inspiration basée sur une œuvre de base naît notre propre conception et nos propres idées, notre richesse. Et là, on parle du domaine public, mais c'est de ça pour aussi n'importe quoi, n'importe quelle œuvre, une série que vous écoutez, un film que vous écoutez, un livre que vous avez lu qui vous a bien inspiré. Et il y a beaucoup de jeux qui font ça maintenant, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est une petite parenthèse que je fais sur le sujet. C'est des jeux qui vont, par exemple, des modules de jeux, qui vont en début de module expliquer c'est quoi les références et c'est quoi les inspirations d'origine de l'aventure. Et juste ça, moi, souvent, ça me permet d'avoir comme un... OK, je comprends directement ce que vous voulez dire. Je comprends exactement vers où vous allez avec, on va dire au Québec, avec vos skis. Où est-ce que vous allez? C'est quoi, en fait, votre source de base et vers où vous dirigez l'aventure ou vers où vous dirigez le module. Et si jamais je ne le comprends pas, eh bien, ça me permet d'aller vérifier, en fait, de quoi est-ce que ça parle. Si, admettons, un module me mentionne tel film ou tel livre que je n'ai jamais lu de ma vie, ben, je vais au moins prendre le temps d'aller vérifier pour être sûr de bien comprendre la saveur de ce qu'il propose et de pouvoir mieux le transposer ensuite à la table de jeu avec le module qui est inspiré, pas nécessairement directement de l'œuvre, mais qui veut vouloir transparaître un peu la même ambiance ou qui va peut-être reprendre les mêmes thèmes. Et ça, je trouve ça très cool. Je trouve ça vraiment très chouette et même à la fois aussi très important. Un autre que je peux mentionner,
Très différent de tout ce que je peux parler sur la chaîne habituellement, mais que j'ai joué et que j'ai trouvé très cool. C'est Good Society, qui est romance, scandale et manière. C'est un jeu qui reprend les écrits et l'ambiance des écrits en fait de Jane Austen. Donc, j'ai oublié c'était quoi, tous les Crime and Punishment et tous ces romans-là un peu à l'eau de rose dans une ambiance 18e siècle, début 1900, là, cette espèce d'ambiance un peu grande robe et on fait des salons de thé puis on jase de plein d'affaires et on découvre des secrets sur nos voisins. Mais c'était très chouette et ça démontre en fait, je trouve encore une fois, la possibilité sur le long terme. Et finalement, un dernier que je veux mentionner, que je trouve, en fait, qui est comme un exemple de ce que je veux exprimer, que j'apprécie énormément, il s'agit en fait de la Brigade Chimérique. La Brigade Chimérique est un jeu de rôle, dans mes jeux de rôle préférés, je l'avais mentionné dans mon top 20 de mes jeux de rôle préférés, qui est publié par Feu Sans Détour, les éditions Sans Détour, et qui reprenait en fait l'univers d'une bande dessinée qui porte le même nom, la Brigade Chimérique, et qui est justement un peu en quelque sorte une adaptation, une uchronie historique du début du 19e du 20e siècle, les années 1900, mais qui justement va explorer plein de personnages et même des vraies personnes également, plein d'univers, mais aussi des personnes réelles qui ont existé et qui les ont adaptées à la sauce de l'univers. Comme quoi, ce que, par exemple, les écrivains pulp des années 1900, eh bien, ce sont des journalistes dans ce monde-là, souvent. Ce sont des journalistes qui ne vont pas nécessairement écrire des écrits de fiction, mais qui vont plutôt rapporter des effets ou des événements qui sont survenus dans le monde. Par exemple, justement, John Carter sur Mars, eh bien, il se passe des choses sur Mars. Là, on le fait mention, on en parle directement. Et l'île du Docteur Moreau, Voyage au centre de la Terre, même des écrits de Jules Verne. Tout ça, ce sont des choses qui sont reprises dans la Brigade Chimérique et qui sont adaptées à la manière où ça cadre dans le monde en fait, de la Brigade Chimérique. C'est-à-dire un monde de super-héros. Je ne vais pas partir sur une description du jeu en soi, mais c'est pour montrer que le jeu non seulement reprend le contexte historique, mais reprend aussi les œuvres de fiction et va en quelque sorte se les approprier, se les transformer et les utiliser concrètement en jeu. Et ça, je trouve que c'est vraiment inspirant. C'est très bien pensé et ça démontre encore une fois la possibilité du monde du domaine public et le monde du jeu de rôle. C'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Comme je l'ai mentionné, ça va être 2 vidéos. Deuxième vidéo, je vais sensiblement reprendre un peu les mêmes thèmes, mais visiter d'autres choses, d'autres exemples. Mais je voulais terminer, en fait, je voulais proposer quelques ressources pour terminer cette première vidéo que vous pouvez utiliser pour aller dénicher des œuvres, des illustrations ou encore de l'inspiration provenant du domaine public. Le premier que je veux mentionner, un site internet, bien entendu, tout ce que je mentionne est disponible dans la description de la vidéo. Vous avez juste à aller voir et tout va être là. C'est Late Press. Late Press, c'est un site internet qui propose une immense collection de plusieurs livres venant du domaine public. Ça vous permet de dresser en fait un portrait de ce qui est accessible à l'adaptation. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ensuite, il y a The Public Domain Review, qui est un site internet que j'adore, que j'utilise aussi très souvent, qui va présenter différentes choses, différents éléments qui viennent de tomber dans le domaine public. Que ce soit des écrits, que ce soit des livres. Des fois, il va y avoir des livres qui vont être scannés au complet, qui vont être présentés. Et ça va être des illustrations. Il y a beaucoup de stock, beaucoup de choses très intéressantes. J'en ai utilisé vraiment souvent pour différentes publications que j'ai faites. Il y a aussi Old Book Illustration, qui est très cool en fait. Ça aussi, c'est vraiment très chouette parce que ce sont des petites images souvent ou des images très simples qui viennent de vieux ouvrages. Donc, des images qui sont dans le domaine public et qui vont être en noir et blanc, très petits ou qui vont représenter des éléments. Tu sais, sans nécessairement dire que ça va faire une pleine page dans un module de jeu, ça peut rajouter un petit élément visuel dans un coin d'une page, dans un coin d'un livre. Et si on, en se basant juste là-dessus, je pense qu'un des meilleurs exemples qu'on peut mentionner, c'est Morborg, comme quoi les adapter en fait du visuel provenant du domaine public permet énormément de choses et c'est possible de le prendre et de vraiment le transformer au point d'en faire quelque chose de plus que potable. On peut reprendre une œuvre, le visuel d'une œuvre, la transformer, la changer, la mettre duotone, changer ses couleurs, peu importe, et voir qu'est-ce que ça donne au final. L'exemple que je veux vous montrer, par exemple, j'ai pris cette image de toucan, l'image de toucan que vous voyez apparaître à l'écran. Et je l'utilise en fait pour la couverture d'un module pour Horreur Liminale qui se déroule dans un zoo qui va sortir en anglais.
et je l'ai repris. Vous pouvez voir ce que ça donne au final, avec les quelques effets, l'espèce d'effet de collage qui s'est détaché un peu, puis l'espèce de petits vers et mille pattes qui sortent du trou. Et juste ça, ça n'a pas été si long que ça. J'ai pas eu besoin d'aller fouiller vraiment beaucoup. Ça a été en fait un travail de mise en page et de collage tout simplement pour donner cette couverture-là à la base, en utilisant à la base une image venant du domaine public. Fait que ça montre en fait un peu ce qu'on peut faire avec ça. Les œuvres du domaine public, c'est une source d'inspiration précieuse. Okay? Il y en a beaucoup, il y en a énormément, des œuvres d'art de toutes les sortes qui peuvent être utilisées ou qui peuvent être incorporées dans vos créations, mais il faut faire attention. Comme je l'ai mentionné, ça va être mon mot de fin pour cette première vidéo. Il faut faire attention aux différentes adaptations qui ont été faites en fait de l'œuvre en soi, parce que ces adaptations-là ne font pas partie du domaine public et ainsi leur touche personnelle ne l'est pas du tout. Et il faut prendre le temps de vraiment, en fait aussi, éviter peut-être ce qui est un peu plus complexe. Comme justement, le mythe de Cthulhu, oui, il y a beaucoup de choses qui sont dans le domaine public, mais encore une fois, il y a des zones grises ou des zones qui ne sont pas trop claires concernant certains éléments du mythe qui ne le sont pas. Donc, faites vos recherches, fouillez, découvrez. Je serais curieux de savoir si vous avez déjà utilisé des œuvres, du visuel ou même des écrits ou un univers venant du domaine public que vous avez adapté pour un module de jeu ou que vous pensez le faire. Je serais curieux de savoir si vous voulez me le mettre en commentaire. J'aimerais beaucoup ça. Dites-moi si ça a été pertinent. Si vous avez trouvé ça intéressant comme type de capsule, c'est un peu différent aussi de ce qu'on fait habituellement, mais moi je trouvais que c'était bien d'aborder le sujet dans le monde du jeu de rôle parce que pour moi c'est une source que j'utilise constamment. Je trouve que c'est très très important et je vais continuer à le faire. Et si ce n'est pas fait, bien sûr, petit pouce vers le haut, un petit abonnement aussi également. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.